Bienvenue dans ce nouvel épisode de Explique. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'épopée fascinante d'une des figures les plus marquantes de l'histoire, Jules César. Ce nom résonne encore comme un symbole de puissance, d'audace et parfois même de tragédie. Mais derrière ce nom, il y a un homme complexe, un stratège hors pair, un politicien redoutable et un écrivain talentueux. Alors, qui était vraiment Jules César? Qu'a-t-il accompli? Et pourquoi son destin, ancré il y a plus de 2 millénaires, continue-t-il de fasciner autant? Installez-vous confortablement, prenez votre toge imaginaire, et partons pour Rome il y a plus de 2000 ans. Commençons par planter le décor. Rome, fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a quelques 2100 ans. La République romaine est un système complexe, mélange de démocratie et d'oligarchie, un peu comme un buffet où chacun essaye discrètement de prendre la meilleure part de gâteau sans que ça dégénère en bagarre générale. Au cœur de cette jungle politique émerge Gaius Julius César, c'est son nom complet. Issu d'une famille patricienne, donc une sorte de vieille noblesse, mais sans le portefeuille gigantesque qui va avec. Dès son jeune âge, César montre un mélange subtil de charme, d'intelligence et d'ambition sans bornes. D'ailleurs, sa carrière démarre plutôt mal. Entre choix politiques risqués et démêlés avec ses ennemis, mais c'est précisément là que se dessine son génie. Il ne recule devant rien et il sait manipuler aussi bien les mots que les alliances. Passons maintenant à une anecdote qui illustre bien son savoir-faire en politique et en stratégie. En 60 avant Jésus-Christ, César forme le fameux triumvirat, un accord secret avec deux autres poids lourds de la politique romaine, Pompée et Crassus. 3 hommes, un pouvoir immense. Parce que oui, à Rome, pour vraiment briller, il fallait être soit un orateur hors pair, soit un général respecté, ou encore mieux, les deux. Et César, devinez, il excelle dans ces deux domaines. En parlant de son talent d'orateur, il faut dire qu'il sait écrire aussi bien qu'il parle. Il raconte ses campagnes dans un style clair et précis, une sorte de journal de bord accessible à tous les Romains, où il garde un contrôle total sur sa propre image. Comprenez bien qu'à l'époque, nous n'avions pas l'imprimerie comme c'est le cas aujourd'hui, ou même quand c'était le cas il y a 50 ans, et donc il n'y a pas de livres qui sortent tous les jours. C'est grâce à ses écrits, comme les commentaires sur la guerre des Gaules, publiés entre 58 et 49 avant Jésus-Christ, que l'on comprend aujourd'hui pourquoi il est considéré comme un stratège hors pair. Cette série de campagnes s'étend de 58 à 50 avant Jésus-Christ, une décennie ou presque, pendant laquelle César transforme des terres inconnues et hostiles en provinces romaines. Par exemple, en 58 avant Jésus-Christ, il affronte Arioviste, un chef germanique qui menaçait les Gaules, et César ne se contente pas de le battre sur le champ de bataille, il raconte son affrontement dans ses commentaires à la manière d'un récit épique, une sorte de cinéma à l'époque. Entre 57 et 56 avant Jésus-Christ, il mène plusieurs campagnes dans le nord de la Gaule, soumettant des tribus comme les Belges, réputées pour leur bravoure et leur férocité. Une anecdote qui montre bien son pragmatisme. Lors du siège de Gergovie, en 52 avant Jésus-Christ, César subit une défaite rare et humiliante face à Vercingétorix, le célèbre chef gaulois. Mais malgré ce revers, il perd pas de temps à s'apitoyer sur son sort. Au contraire, il repart à la reconquête avec encore plus de détermination, culminant dans la bataille d'Alésia, cette même année, où il parvient finalement à capturer Vercingétorix. Cette bataille est souvent citée comme un chef-d'œuvre de stratégie militaire, avec un double siège qui a mis à rude épreuve ses propres troupes. Ça a été repris assez sympathiquement par Astérix lorsque Vercingétorix remet ses armes aux pieds de César. Une autre anecdote, moins connue, illustre aussi son caractère. Lors de ses campagnes en Gaule, César est confronté à un problème inhabituel, les longues nuits d'hiver dans ces régions froides. Et oui, César qui vient de Rome, son armée qui vient de Rome, pour tout ou partie, a l'habitude d'un climat plutôt chaud. Et là il se retrouve dans le nord de la Gaule, il fait nuit, c'est long et il fait froid. Assez inhabituel pour l'époque. Eh bien pour garder le moral de ses légionnaires,
il organise des banquets, des jeux et même des concours de poésie, montrant qu'il sait mêler la discipline à la festivité. Une gestion fine des hommes qui lui sera fidèle toute sa vie. César ne se présente pas juste comme un conquérant brutal, mais aussi comme un homme habile à communiquer. Il écrit en latin simple, presque journalistique, donc accessible à tout le monde, pour que ses décisions et exploits soient effectivement compris de tous, et surtout relayés favorablement dans la capitale. En fait, c'était un influenceur à l'époque. Cette maîtrise de la communication lui permet de consolider son pouvoir et d'affirmer son autorité sur Rome et ses territoires. Mais ce succès militaire ne s'arrête pas là. César devient une superstar dans Rome. Adulé par les soldats qu'il mène avec un charisme incroyable, respecté, mais également redouté par ses rivaux politiques. Et c'est là que l'histoire commence à devenir plus sombre. Au milieu de toutes ces tensions grandissantes, un instant décisif s'impose, l'année 49 avant Jésus-Christ. C'est celle où tout bascule. César, après des années de succès militaires et de manœuvres politiques, se retrouve face à un choix lourd de conséquences. Le Rubicon. Le Rubicon, c'est ce modeste fleuve au nord de l'Italie, et ce n'est pas qu'une simple frontière géographique. Il symbolise la limite infranchissable posée par la République romaine. Un général ne peut pénétrer en Italie qu'en déposant ses armes, sous peine d'être considéré comme un ennemi de l'État. Eh bien, le 10 janvier 49 avant Jésus-Christ, César prend une décision audacieuse qu'on raconte chargée d'une détermination extrême. Il franchit le Rubicon, avec une partie de ses légions. Un acte considéré comme une déclaration de guerre contre Rome elle-même. Selon les historiens, c'est à ce moment qu'il prononce la célèbre phrase « Alea jacta est », le sort en est jeté, immortalisée par Suétone, son biographe. Je ferai peut-être un podcast sur Suétone. La légende veut que ce soit une expression tirée du jeu de dés, symbolisant que tout repose désormais sur le hasard, mais aussi sur sa propre audace. On imagine la scène. César, entouré de ses soldats, regardant les eaux froides du Rubicon, conscient que ce pas est aussi irréversible qu'un saut dans l'inconnu, et il balance sa phrase « Alea jacta est ». Bon, il ne s'agit pas d'une simple rivière évidemment, mais d'un seuil vraiment où la République bascule vers la guerre civile. Et ce franchissement déclenche une série d'affrontements qui vont définir le futur de Rome. L'anecdote du Rubicon est aussi symbolique de la posture de César vis-à-vis du pouvoir. Un homme prêt à tout risquer, quitte à défier les règles établies pour imposer sa vision et sa suprématie. Un acte qu'on pourrait comparer à brûler ses navires sans possibilité de retour en arrière. Le conflit qui suit le franchissement du Rubicon déchire littéralement Rome. César, qui était jusque-là un allié avec Pompée, bascule avec lui dans une rivalité féroce. Leur alliance, forgée dans le fameux premier triumvirat avec Crassus, explose sous la pression des ambitions croisées. Dès janvier 49 avant Jésus-Christ, la guerre civile éclate, divisant Rome entre partisans de César d'un côté et partisans de Pompée d'un autre côté, Pompée qui s'est réfugié en Grèce pour lever ses troupes. Les combats majeurs s'enchaînent rapidement. En 48 avant Jésus-Christ, à Pharsale, en Thessalie, César affronte Pompée dans une bataille décisive. César dirige une armée inférieure numériquement, mais il a une stratégie brillante, ce qui lui permet d'obtenir une victoire éclatante. Pompée est forcé à la fuite, et il trouve refuge en Égypte, où, manque de chance, il sera tragiquement assassiné l'année suivante, en 47 avant Jésus-Christ. Et c'est à partir de là que César devient le maître incontesté de la République, ou de ce qu'il en reste, entrant à Rome en triomphateur. Mais ce triomphe est loin de faire l'unanimité. César était très connu, mais il était connu en tant que général, enchaînant les victoires sur les champs de bataille. Et là, il y rentre dans Rome et il déclenche une guerre. Que penser? Rester fidèle à César, trouvant que c'est une bonne chose, ou au contraire, considérant que c'est un acte vraiment pas cool, surtout pour l'époque. Donc, pour certains, il devient un tyran, qui a bafoué les règles anciennes pour asseoir son pouvoir personnel. Pourtant, loin d'être un simple conquérant brutal, César va se révéler un réformateur visionnaire.
Parmi ces nombreuses mesures, la réforme du calendrier restera l'une des plus durables. C'est vrai qu'un calendrier, on pourrait dire, ça fait pas rêver, c'est trop simple, c'est trop habituel, mais remettons-nous 2000 ans en arrière, ce n'était pas si simple que ça. Et avant lui, le calendrier romain, c'était un vrai casse-tête. L'unisolaire. Peu fiable, des mois irréguliers qui rendaient les saisons difficilement prévisibles, bref. En 46 avant Jésus-Christ, César décide de rectifier ce chaos et il impose le calendrier julien, fruit de l'aide d'astronomes égyptiens et romains. Cette réforme instaure une année, écoutez bien, de 365,25 jours grâce à l'ajout d'une journée tous les 4 ans, le fameux année bissextile. Et oui, ça date de César. Et c'est quand même toujours là-dessus que nos calendriers sont construits même aujourd'hui. D'ailleurs, prolongeons un petit peu cette anecdote amusante, cette réforme a été si efficace que le calendrier julien a été en usage presque sans changement jusqu'à la fin du XVIe siècle, quand le calendrier grégorien, plus précis, est venu le remplacer. Autrement dit, pendant plus de 1600 ans, nous avons pratiquement compté nos jours grâce à une idée issue des ambitions d'un général romain. C'est quand même impressionnant. Mais toute cette accumulation de pouvoir ne passe pas inaperçue. Bien au contraire. Au Sénat, beaucoup commencent à craindre que César ne veuille rien de moins qu'une monarchie, ce qui était l'ennemi juré de la République romaine depuis sa fondation. L'inquiétude grandit au fil des mois, surtout parce que César accepte le titre de dictateur à vie en 44 avant Jésus-Christ, s'attirant de nombreux ennemis parmi les élites qui voient leur influence s'évaporer. C'est quand même curieux, à l'époque, dictateur à vie était vraiment un titre presque enviable. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, un jour gravé à jamais dans les annales, les Ides de Mars. Ce matin-là, alors qu'il entre au Sénat, César est poignardé à plusieurs reprises. On parle d'une vingtaine de coups portés par une vingtaine de conjurés menés par des figures comme Brutus et Cassius, des noms que vous avez certainement déjà entendus. Un acte à la fois brutal et symbolique, destiné à sauver la République, mais qui, paradoxalement, la plonge dans le chaos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce revirement de situation pour César. Petite anecdote forte. Suétone, son biographe, rapporte que César aurait murmuré en grec « Et toi, mon enfant ». La traduction a été très certainement un petit peu modifiée pour « Toi aussi, mon fils » ou d'autres traductions. Et il aurait prononcé cette phrase en voyant Brutus lever son poignard. Quoi qu'il en soit, cette question reste un symbole poignant de la trahison ultime, surtout que Brutus était considéré comme un fils spirituel par César. Cet assassinat ne ramène pas la République à la vie, loin s'en faut. Au contraire, il ouvre la porte à une nouvelle ère de guerre civile, plus longue, plus sanglante, et qui dureront des années et des années. Dans ce chaos, c'est Octave, le fils adoptif et héritier de César, qui finira par triompher. Il deviendra le premier empereur romain, on est basculé de la République à l'Empire, sous le nom de Auguste en 27 avant Jésus-Christ, ce qui aura marqué effectivement le passage définitif de la République à l'Empire, un petit peu à la mode du sénateur Palpatine, qui devient chancelier suprême Palpatine et qui devient empereur Palpatine dans Star Wars. L'héritage de César dépasse largement sa mort tragique. Son nom devient un titre, le César. Synonyme de pouvoir absolu et de souveraineté, repris bien plus tard par les empereurs romains eux-mêmes. Ce titre a voyagé à travers les siècles, inspirant même les tsars russes, dont le nom est une déformation du mot César, et les empereurs romains. Ainsi, il incarne encore aujourd'hui l'idée même du pouvoir suprême et incontesté. Terminons ce voyage dans le temps en comprenant bien que Jules César dépasse largement le simple rôle de conquérant ou de dirigeant habile. C'était un personnage avec plusieurs facettes. Une ambition dévorante, une intelligence stratégique, un courage sans faille, mais aussi une certaine vulnérabilité humaine. C'est cette complexité qui rend son histoire toujours aussi captivante, presque vivante, même 2 millénaires plus tard. Son parcours de tribun populaire à dictateur à vie, cet homme qui a osé défier les règles en franchissant le Rubicon,
nous rappelle autant ce que la volonté humaine peut accomplir que la fragilité inhérente au pouvoir concentré. On y voit l'écho des défis toujours actuels. Comment asseoir son autorité sans tomber dans la tyrannie? Comment gouverner sans renier les principes? Comment gérer la loyauté et la trahison? Dans notre monde d'aujourd'hui, où le pouvoir et le leadership se négocient souvent loin des regards, dans des coulisses opaques, l'histoire de César reste un miroir fascinant. Il incarne la figure de celui qui peut réaliser des exploits monumentaux, mais aussi commettre des erreurs dramatiques aux conséquences durables. Sa vie nous invite à réfléchir sur la nature humaine au sommet du pouvoir, un sujet qui continue de nourrir débats et controverses dans nos démocraties contemporaines. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un leader charismatique, d'un pouvoir qui s'étend ou d'une décision audacieuse qui change la donne, posez-vous cette question. Sommes-nous en train de vivre un nouveau franchissement du Rubicon? Ou bien un pas vers une voie plus équilibrée? L'histoire a-t-elle quelque chose à nous apprendre, non pas seulement sur le passé, mais sur notre présent et sur ce que nous voulons pour notre futur? Voilà, c'était l'histoire de Jules César, un homme dont l'ombre plane encore sur notre histoire et nos imaginaires. J'espère que ce voyage vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast, à liker évidemment, à commenter, avec ceux notamment qui aiment l'histoire vivante et pleine de rebondissements. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit dans Explique, et prenez soin de vous.